Je vais appeler Valérie Levaché, qui est directrice du pôle accompagnement chez Vive3. Véronique Essimiller, qui est directrice adjointe de l'association Soins Santé à Lyon. Muriel Blouin, qui est directrice de la compassion dans le 60, dans l'Oise, ainsi que François Loiseau, qui est directeur de Tréma à Périgny, à côté de La Rochelle, en Charente-Maritime, n'est-ce pas? Et puis j'appellerai juste après Elma Cunilaré comme avocate qui répondra aussi à vos questions. Merci à tous les quatre. Pendant ce temps, vous pouvez préparer vos questions. On vous remet le QR code dans quelques instants de façon à ce qu'on soit dans l'interaction vraiment tout à l'heure avec Elma. Et déjà, voilà, merci d'être avec nous. Vous avez des micros ici. Vous êtes des SIAD, donc vous allez vraisemblablement vers la formule du SAD mixte, n'est-ce pas? Et donc peut-être vous demander l'option que vous avez choisie aujourd'hui, comment on ajoute de l'aide aux soins. Alors qui est-ce qui veut commencer sur cette question? Valérie Levaché peut-être? Oui, si vous voulez. C'est ça, je veux bien que vous présenter un petit peu le groupe et puis nous dire quelle est la formule que vous avez choisie, comment vous êtes en train de construire ces SAD mixtes. Merci à vous. Donc, bonjour à tous. Je suis Valérie Levaché, en charge de l'activité médico-sociale et de la petite enfance chez Vive3. Vive3 étant un acteur mutualiste très présent sur le champ du soin et de l'accompagnement. Et le domicile, si je fais un focus, représente à peu près une centaine de services, qui est à peu près l'équivalent de plus de 5000 places de SIAD et 2 millions d'heures de SAD. Donc la stratégie qui est la nôtre, elle est variée puisque, comme ça a été expliqué tout à l'heure, nous avons toutes les situations qui se présentent, puisque l'histoire de notre groupe, c'est une histoire avant tout régionale, avec des histoires de développement particulières et qu'on n'a pas aujourd'hui un maillage territorial uniforme sur les 13 régions que représente le groupe. Donc diverses situations. Il y a la situation où nous sommes à la fois en gestion de SIAD et de SAD. Comme ça a été dit tout à l'heure, dans ce cas-là, pas de problème, puisque normalement la transformation en SAD devrait se faire de manière automatique. On a des situations où on est uniquement gestionnaire de SAD. Et là, c'est aussi la situation qui a été décrite tout à l'heure. Et je dirais, on n'a pas l'épée de Damoclès du 31 décembre devant nous, mais l'objectif, c'est malgré tout d'avoir des contacts et d'essayer de devenir SAD mix, même si on a la possibilité d'être SAD aide. Et puis, il y a la situation dans laquelle nous sommes uniquement gestionnaires de SIAD. Et là, il y a plusieurs, et c'est là où les choses se compliquent, on va dire, puisqu'il y a plusieurs situations. Soit nous étions historiquement en partenariat avec un autre acteur dans le cadre d'un SPASAD, et tout fonctionnait bien, et j'ai envie de dire, mais on y reviendra tout à l'heure, c'est là où les choses se compliquent, parce qu'on nous demande de changer les modalités de notre relation, et on n'a pas aujourd'hui la solution. Et puis, il y a la situation où on est uniquement SIAD, sans SPASAD historique, et avec aujourd'hui l'obligation d'aller au contact et d'essayer de trouver des solutions pour trouver une solution de partenariat. Alors, effectivement, il y a la solution de la fusion-absorption quand le partenaire en face est candidat. Maintenant, je voudrais aussi préciser qu'on ne saisit pas cette réforme comme une opportunité d'absorption des SAD du territoire, pas du tout, parce que, je l'expliquerai tout à l'heure, ça pose d'autres difficultés, mais on regarde les situations, évidemment, on regarde les business models, notamment de ces rapprochements. C'est une solution, mais ce n'est pas celle privilégiée. Aujourd'hui, la solution privilégiée, c'est comme je l'ai entendu depuis ce matin, c'est le partenariat de 5 ans. Et je m'arrête là. Oui, tout à fait. Merci. Véronique Esmiller, je vais me tourner vers vous. Donc, vous êtes directrice adjointe de l'association Soins et Santé. Même question. Alors, on a vu que Vive3, il y a des configurations très différentes. Est-ce que chez vous, il y a un modèle qui est privilégié pour devenir SAD mixte et pouvoir intégrer l'aide et le soin? Donc, bonjour à tous. Effectivement, donc l'association Soins et Santé dans le Rhône, c'est 400 patients en file active d'HAD, un SIAD renforcé de 150 places, un PA-PH, des équipes de soins Alzheimer à domicile, une garde itinérante de nuit, du dispositif infirmier de nuit en EHPAD, du SAD, des équipes mobiles de soins palliatifs, résidence autonomie, habitat inclusif, du prestataire de matériel médical, un centre de formation, un CRT, et puis Céline, un dispositif de téléalarme associé à des capteurs d'activité.
Et du coup, nous, on était en expérimentation SPASAD avec 3 SAD partenaires. Pour autant, nous n'avons pas poursuivi l'aventure en service autonomie avec ces SAD pour des divergences d'approche, effectivement, et de valeurs professionnelles. C'est pas inquiétant, ça, justement, pas forcément dans votre cas à vous, mais est-ce que l'idée du SAD, c'est quelque part la généralisation du SPASAD, et donc, sans forcément rentrer dans le détail, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qui permettrait de tirer quelques enseignements ? Comme le disait effectivement également Madame, on a des valeurs professionnelles qui n'ont pas accroché lors de la nécessité d'intégration réellement. D'accord. Et donc vous allez faire des SAD mixtes sans Alors, en fait, avoir recours aux mêmes services d'aide avec lesquels ça n'a pas marché, n'est-ce pas ? Non, du coup, on a créé une antenne spécifique avec notre propre SAD sur le territoire du SIAD. Et depuis 3 ans, et du coup, là, ça marche bien. Et donc, c'est ce que vous allez faire avec vos différents SIAD, c'est de créer de l'aide directement. Alors, on a aussi, on est en rapprochement avec d'autres SIAD et d'autres SAD à intégrer. Oui. Donc, par convention et en fusion. Et là, vous assurez cette fois de partager les mêmes valeurs. Absolument. Oui, oui. C'est bien parti, ça va ? Oui, c'est bien parti. Tant mieux. Oui, oui. Très bien. Merci. Je vais enchaîner. Je vous redonnerai la parole, Muriel Blouin, à votre tour, de nous expliquer depuis votre SIAD, la compassion, dans l'Oise, comment vous y prenez pour devenir SAD mixte. Oui, merci. Alors d'abord quelques mots sur l'association La Compassion. C'est une association qui est basée dans l'Oise, mais qui est une implantation nationale puisque nous sommes présents sur 5 régions. Nous accompagnons un peu plus de 2000 personnes âgées, 900 en résidence autonomie, 800 en EHPAD et puis un peu plus de 200 en SIAD, donc à travers 2 SIAD. Effectivement, un qui est basé dans l'Oise et un autre qui est basé sur Toulouse. Je vais focaliser un peu pour cette table ronde sur la situation que l'on vit dans l'Oise, pour notre SIAD de l'Oise. Donc vous comprendrez, on n'a pas la chance, nous, d'avoir déjà une activité de SAD. Donc la problématique, pour nous, elle est vraiment là, elle est immédiate. On a un vrai enjeu de survie, pour le coup. On parle de mariage, on parle de survie. Qu'est-ce qu'on fait depuis l'annonce de cette réforme ? On cherche un partenaire, on cherche un copain et on cherche à se marier, concrètement. Et donc ça fait 1 an et demi. On peut lancer un appel aujourd'hui ? Oui, on peut. Très bien. Ouais. J'ai des cartes. Donc depuis 1 an et demi, et vraiment c'est pas un euphémisme. On bat la campagne et on cherche un partenaire qui a envie de travailler avec nous et qui a envie à terme de se marier. Alors c'est compliqué parce que d'abord on a cherché à aller trouver quelqu'un qui a le même statut juridique que nous, parce que c'est quand même plus simple. On va être sur les mêmes business models, les mêmes économies de système, puis a priori à peu près les mêmes valeurs. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de SAD associatifs dans la salle, mais moi j'ai quand même l'impression que c'est un système en voie de déperdition. On en a peu, de moins en moins, en tout cas sur notre territoire, et ceux qui restent sont très très gros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'ils sont très très gros, ils n'ont aucune envie à terme de s'appeler Compassion. Voilà, c'est un premier sujet. Le deuxième, c'est que forcément, une fois qu'on s'est dit on a peu de copains ou de cousins avec lesquels on va pouvoir aller remplir les critères de la réforme, on va élargir la recherche. Pour le coup, il y a beaucoup de SAD autres sur le territoire. Donc on a fait des rencontres, on a contacté tout le monde, vraiment, appels téléphoniques, tout ça. On a fait à peu près une quinzaine d'entretiens, d'échanges avec des représentants de SAD, tous secteurs confondus. Et on n'arrive pas à avancer ensemble, tout simplement parce qu'on commence à être confronté au fait que les gens veulent nous vendre leurs autorisations. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous vivez, mais nous, c'est la solution qu'on nous propose, c'est-à-dire que comme finalement les SAD n'ont pas d'obligation, même s'ils ont un enjeu de réforme, ils n'ont pas d'obligation au mariage, finalement, on en vient à essayer de monnayer quelque chose. Alors c'est un peu compliqué, je sais que c'est choquant ce que je dis, j'en suis désolée, et pour autant c'est ce qu'on vit sur le territoire. Donc, ils veulent vous vendre l'autorisation, mais ils ne vendent pas que l'autorisation, derrière il y a forcément un travail qui va se faire en commun.
Bien sûr, en tout cas, et nous, on coupe la conversation à ce moment-là parce que ce n'est pas le schéma. Le schéma, alors, on va y revenir et on va continuer à travailler ensemble. Pour autant, ce que je veux exprimer, c'est qu'on a une vraie volonté. Cette réforme, pour nous, elle fait sens. C'est un vrai enjeu de société, de politique publique. C'est celle qui va permettre d'accompagner correctement au domicile. Donc nous, on y croit, on a envie d'y aller. Et pour autant, sur le terrain, on trouve personne qui ait vraiment envie, qui a envie d'y aller. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de contrainte. Nous, SIAD, on joue notre vie, vraiment. Nous, si on ne se marie pas, et c'est très vrai à la compassion parce qu'on n'a pas d'autres activités annexes, si on ne remplit pas les critères de cette réforme, notre SIAD va disparaître. Voilà. Et donc, ça rend le timing beaucoup plus oppressant. Donc, on va chercher à conventionner, bien sûr. On a trouvé une petite asso qui a envie de conventionner, mais on sait aussi que ça n'ira pas plus loin. Donc, quid de la deuxième phase. On est très court-termiste là dans notre vision des choses. Oui, en sachant qu'il y a un petit peu de temps, si le calendrier ne change pas, pour aller jusqu'à l'entité unique, puisqu'il y a 5 ans après le 31 décembre 2025, mais ça reste quelque chose de relativement anxiogène à vous écouter. François Loiseau, vous avez le même type de problématique, vous, oui. à Périgny? Alors, Tréma, en 2 mots, c'est une association qui gère des EHPAD, SIAD. Pendant 15 ans, on a géré un service d'aide également. Et puis tout un secteur handicap. Alors en fait, monsieur Dujol, en introduction, parlait de vallée de la mort. Je crois qu'à peu près une bonne partie des SIAD de la salle sont dans cette vallée de la mort. De toute façon, la réforme, depuis le début, a mis les SIAD dans une vallée de la mort. Et au fur et à mesure que l'échéance approche, alors pour des bonnes et des mauvaises raisons, moi je pense qu'il y a eu des enjeux politiques qui sont joués au début de la réforme, peut-être des fédérations qui n'ont pas toutes joué leur rôle ou qui n'ont pas été suffisamment entendues. Mais le constat qui a été fait ce matin, moi je le partage, sur le fait que plus on s'approche de la date, plus ça va être complexe. Nous, comme tout le monde, on s'est saisi de la question. Alors, on l'avait fait depuis un certain nombre d'années, puisque depuis à peu près 10 ans, on a signé des conventions avec des services d'aide qui s'apparentaient effectivement à ce qui avait été préconisé dans le cadre d'espaces expérimentaux, qui marchent remarquablement bien. On a des taux de prise en charge sur certains secteurs à 80% qui sont supérieurs à ceux qu'on avait quand on était nous-mêmes en SPASAD avec l'autorisation aide et soins. Le fait est qu'on intervient pas mal en secteur rural et donc l'essentiel de l'offre est porté par des CCAS et des CIAS. On a 7 conventions avec eux et donc on connaît très bien les maires, on est très proche, on peut le dire. Moi, je suis allé voir les maires tous un par un en disant comment on fait par rapport à ce projet. Ils m'ont tous dit, mais moi, mon service d'aide, c'est le cœur de mon mandat d'élu. Puisque dans une commune rurale, souvent, le service d'aide, c'est le CCAS, et le CCAS, en fait, c'est la mairie. C'est l'essentiel de son cœur. Donc, demander à un maire de transférer son autorisation dans un GCSMS dans lequel il y aura une association, même si on s'entend très bien aujourd'hui, mais ça veut dire qu'il faut qu'il transfère les contrats de travail de ses propres salariés. Ça veut dire qu'il y a la coexistence de ces enjeux de convention, d'avantages en nature, de tous les aspects un peu qu'on a balayé au début de la réunion en disant il faut de la volonté politique et ça va le faire. J'entends ça, mais c'est facile à dire. Mais à un moment donné, la vallée de la mort, c'est ça. C'est qu'on ne parle plus de il faudrait faire ceci, mais on est confronté à des aspects très pratico-pratiques. Donc pour le moment, aujourd'hui, on avance dans le sens où on a eu des échanges. On est aussi en discussion avec le conseil départemental. Alors il y en a qui sont plus ou moins réceptifs sur le fait de trouver une voie de sortie par rapport au SIAD. Mais je veux aussi dire que je rejoins ma collègue, les services d'aide, alors là où les SIAD sont quand même très pointés du doigt depuis le début de la réforme, on voit bien que, tout à l'heure on disait qu'il va y avoir de la casse, on se demandait si c'était dans les SIAD ou dans les SAD, on peut penser que ça va être plutôt dans les SIAD. Le fait est qu'on a essayé aussi de discuter avec 2 associations du département, donc on peut se dire que c'est plus simple. Il y en a une des 2 qui est en train de déposer le bilan, pratiquement, donc il y a quelques sujets en tête de ce point de vue-là, et l'autre qui n'est pas du tout sur le même territoire que nous, et qui est aussi dans une situation précaire, et quand on l'a abordé avec le conseil départemental, on est rentré dans quelques sujets un peu techniques, notamment par rapport aux enjeux de convention, dont on est la convention FEAP, on a des accords d'entreprise, on est effectivement mieux outillés sans doute, mais alors on est vu, du coup il ne faut pas qu'on soit vu comme étant ceux qui empêchent de tourner en rond. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on pointe les SIAD, et on dit les SIAD, qu'est-ce que vous faites? Mais quand on se tourne, moi, quand je me tourne vers des maires ou quand je me tourne vers des associations, c'est pas l'emballement non plus, parce qu'il n'y a pas d'enjeu pour eux. En fait, à la limite, ils peuvent se dire j'attends, et puis ma foi, si à un moment donné les SIAD se cassent la figure, on verra, peut-être que là on ira voir. Mais cette distorsion depuis le début de la réforme, en fait, on est au cœur, et on la vit aujourd'hui,
Et on la prend tous un petit peu de plein fouet, et on essaie de trouver des portes de sortie, bien évidemment, qui, à mon avis, se jouent à un niveau politique, au niveau local. Merci François Loiseau, Valérie Levaché, je reviens vers vous. Le fait d'être un groupe national, ça vous permet d'avoir une vision plus globale certainement, peut-être d'identifier de bonnes pratiques. Est-ce que ça vous permet d'échapper à ce qui a été annoncé comme étant la vallée de la mort, ou en tout cas des difficultés existentielles pour vos SIAD ? Non, non, pas du tout. Je me reconnais pleinement dans tout ce qui a été dit et je souscris à tout ce qui a été dit. C'est pas parce qu'on est un groupe national qu'on est exempt des difficultés qui sont remontées ici. Comme je l'ai expliqué, en plus, on a un maillage territorial très hétérogène et des situations qu'on a appelées SAD isolées, puisque c'est bien ça le sujet, qui doivent à tout prix trouver un partenaire pour sauver leur tête avant le 31 décembre 2025. Donc, on se reconnaît pleinement dans tout ce qui a été dit. Les difficultés, elles sont réelles et je pense pas qu'il faille taxer les gestionnaires de SAD de protectionnisme ou de volonté de ne pas y aller. Si nous freinons pour y aller, c'est parce qu'il y a une vraie difficulté à mettre en œuvre cette réforme. Parce que les modalités pour atteindre cet objectif, et on est d'accord sur le fond, évidemment, je pense qu'on n'a pas entendu ce matin une seule personne qui pouvait ne pas être d'accord avec la motivation de cette réforme qui est d'améliorer le parcours de l'usager, et ça va dans le bon sens. La difficulté, c'est les modalités qui sont imposées pour y arriver. Parce qu'on nous impose une entreprise d'héberger ce guichet unique dans une entreprise unique. Et là, quand on tire le fil de cet objectif-là, eh bien, c'est là que les ennuis commencent, parce qu'on va toucher la question, vous l'avez plus ou moins effleuré, alors quand ça doit se faire entre un acteur public et un acteur privé, on en connaît les limites, mais même entre deux acteurs privés, aujourd'hui, ce sont deux métiers qui obéissent à des règles de gestion différentes, des modèles de financement différents, et qui n'ont pas les mêmes ressorts d'équilibre économique. Aujourd'hui, le SAD, c'est plus de 90% de ses charges sont de la masse salariale. Transférer les salariés d'un SAD dans une entité juridique unique avec des SIAD, ça pose la question de l'alignement des statuts sociaux, l'alignement des conventions collectives, et très certainement, c'est généralement toujours sur la plus favorable, et ça risque d'affaiblir encore plus l'activité du SAD. Donc nous, aujourd'hui, on est frileux au transfert de nos activités dans une entité juridique unique pour des raisons purement économiques et de modèle, parce qu'on pense que le modèle ne tient pas. Alors on nous dit effectivement ça ouvre des perspectives aux salariés, notamment de l'aide à domicile, parce que ça peut permettre d'offrir des parcours de carrière, mais avec quels moyens? Et je pense que le problème fondamental et préalable, c'est celui des modèles économiques. C'est qu'on veut faire des entreprises uniques avec des activités qui sont fragiles. Aujourd'hui, les SIAD sont plutôt économiquement en bonne position, mais on sait tous pour de mauvaises raisons, et que la réforme risque de remettre un peu les règles, enfin en tout cas d'affaiblir ces excédents qui ne permettront pas d'accompagner la fragilité des SAD. Merci pour cet éclairage. Alors on va se parler tout à l'heure de tarification et cet après-midi de modèle économique. Véronique Esmiller, par rapport aux difficultés, celles évoquées ici, mais d'autres que vous avez aussi vécues, qu'est-ce que vous mettez en place pour les surmonter et pouvoir avancer correctement sur le bon chemin de cette réforme? Alors, déjà, il y a une prise en charge coordonnée de l'aide et du soin avec un interlocuteur unique pour les deux. Sur le Rhône, il y a de la souplesse territoriale avec 80% d'activité SIAD qui devra se faire sur le territoire d'origine et 20% de souplesse. Il y a le regroupement des acteurs du territoire, mais pour que cette réforme ait vraiment la valeur pour les patients, il faut que les services aient les moyens de la mettre en place. Et cette réforme est bien fondée si et seulement si toutes les conditions sont réunies. Et en tant que membre du comité domicile de la FEAP nationale, qui représente les SIAD du territoire, je sais que de nombreux SIAD sont en difficulté et aujourd'hui bloqués et n'ont pas de solution. Les difficultés sont diverses, soit des sujets de gouvernance, de valeurs, d'incompatibilité juridique, comme on l'a évoqué, des problématiques sociales, notamment les enjeux humains et financiers qui sont liés aux conventions collectives dont on a parlé. Et puis les SIAD ont par ailleurs l'obligation de s'adjoindre à un SAD et n'ont pas la possibilité d'en avoir. Là, il faudrait vraiment une ouverture en dernier ressort sur ce sujet.
parce que sur le terrain, c'est vraiment difficile à mettre en place. Et puis bon, on pourrait en parler longtemps, mais ceux qui ont la possibilité doivent aller vers cette réforme et proposer une offre d'aide et de soins intégrés. Mais quand les spécificités locales ne le permettent pas, il faut en tenir compte et puis assouplir les modalités en dernier ressort. Et du coup, au nom des SIAD de la FEAP, dont je porte la voix aujourd'hui, il est indispensable que les SIAD soient autorisés à créer cette activité d'aide. Et puis l'entité juridique ne doit pas être une fin en soi. C'est un moyen si c'est pertinent, mais pas une finalité. Il faudrait être plus pragmatique. D'accord, merci. Muriel Blouin, vous partagez peut-être ces constats-là. En tout cas, est-ce qu'il n'y a pas des choses très concrètes à mettre en place pour surmonter les difficultés et permettre une liaison plus fluide entre aide et soins dès aujourd'hui ? Alors effectivement, je rejoins la question de l'agilité en fait. On se dit qu'on a tous un objectif qui est commun. Là, on voit qu'on est enfermé dans une rigidité, une rigueur qui est celle de ce texte. On sait aussi qu'on est capable finalement de travailler ensemble de façon très intelligente, en mode finalement intégré. Moi, je crois aussi beaucoup, malgré tout, à des fusions complètes. Je ne crois pas beaucoup, et c'est un peu le sujet de la question, au groupement de coopération. Voilà, je pense que c'est compliqué aujourd'hui de fusionner des modèles dans une entité coopérative comme celle-ci, parce qu'il y a des arbitrages juridiques à faire. On a parlé de conventions collectives, on a parlé de modèles économiques, on a parlé de territoire. Tout ça, ce sont des arbitrages qui sont complexes à mener. D'accord. Merci Muriel Blouin. François Loiseau, pour conclure cette table ronde sur les préconisations, sur les voies de facilitation de cette réforme, vous plaidez plutôt, juridiquement parlant, pour le conventionnement renforcé plutôt que pour des fusions. Oui, enfin, je pense que globalement, les SIAD, et notamment ceux qui étaient dans les logiques SPACAD, par conventionnement, aurait souhaité garder ce modèle-là. Bon, M. Dujol, ce matin, on a vu lui-même, voilà, quand il parle de vallée de la mort, on voit que c'est complexe, et on sait que les élus, en début d'année, ont failli faire bouger la loi, et dans le cadre du PLFSS, ça a à nouveau été amené en termes d'amendement, même si a priori ça ne passera pas. Mais on voit que dans la période actuelle, sans doute, il y a un travail à faire de réflexion sur ce qu'apporte la réforme, mais aussi ce qu'elle peut détricoter. Moi, c'est un point que je mets en avant, et j'en ai parlé longuement avec l'ARS et le conseil départemental. C'est-à-dire que si demain, on trouvait un modèle, en gros, on trouve un SAD qui veut bien venir avec nous pour constituer un GCSMS, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer de tout l'écosystème qui existe ? Nous, on est sur des territoires essentiellement ruraux, où on a des maires qui ont du mal à recruter, qui ont des bassins de vie complexes au niveau du vieillissement de leur population et aussi au niveau de l'embauche. Aujourd'hui, on a des partenaires de ces CCAS et de ces SIAD, et de ces CCAS et CIAS, pardon. Demain, si Tréma arrive en tant que service autonomie, aussi avec un lucratif, on a été approchés, nous, par deux lucratifs qui nous ont demandé à créer quelque chose ensemble. Comment on met à mal un écosystème qui fonctionne bien aujourd'hui ? Voilà. Il y a des partenariats qui existent depuis des années, des équilibres qui se sont trouvés. Et demain, on pense que la réforme, non seulement elle peut ne rien amener, mais elle peut amener de la destruction de valeurs, de tout ce qui a été travaillé depuis des années. On a l'impression que cette réforme, elle tombe un peu du ciel, ne prenant pas en compte la réalité de tout ce qui a été fait. Donc voilà, donc j'ai pas véritablement de solution. Alors après, chacun au niveau local, au niveau politique, cherche des solutions. Et bon, nous, le fait qu'on ait géré un service d'aide pendant un temps nous permet d'avoir ces accès au conseil départemental, parce que ça, c'est aussi pour moi un point important. Je pense que les ARS, et je le dis, c'est pas du tout, je m'entends très bien avec mon ARS, mais je pense que les ARS n'ont pas le niveau de technicité suffisant pour rentrer dans la complexité du secteur de l'aide et de l'accompagnement à domicile. Entre les services habilités à l'aide sociale, ceux qui ne sont pas habilités à l'aide sociale, les lucratifs, ceux qui ont des financements des CCAS qui viennent en nature ou bien carrément financiers. On a des modèles qui sont extraordinairement différents, et je ne parle pas des structures qui sont liées au secteur hospitalier, parce qu'il y en a également sur notre région. Et je pense que les ARS sont très démunis par rapport à ça, et en termes d'accompagnement, en fait, on pourra assez peu compter sur elles, parce que dès qu'on met un peu les mains dans la mécanique, elles sont perdues. Et les départements, ils sont centrés sur leurs services d'aide qui sont en train pour beaucoup, je parle notamment
dans notre département qui sont vraiment en très très grande difficulté. Et cette réforme, ce n'était pas leur réforme en réalité. Même si sur le fond, bien sûr, on ne peut être que d'accord, et moi je suis d'accord avec ce qui est partagé. Mais à un moment donné, on leur dit, et tous les SIAD vont les voir en disant donnez l'autorisation. Ils disent bon allez, voyez avec l'État, faites remonter, c'est ce qu'on fait. Monsieur Dujol et autres, en disant voilà, c'est pas normal que cette réforme n'ait pas été, on n'ait pas plus anticipé cette vallée de la mort, et qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main en disant c'est qu'une vallée de la mort, c'est un mauvais moment à passer et ça ira mieux après. Je crois que c'est plus compliqué. Et donc vous plaidez pour un peu de souplesse quelque part à travers le un peu de souplesse, alors soit au niveau des départements en donnant l'autorisation, soit au niveau de l'État. Très bien. Merci à tous les quatre. Aujourd'hui, quelle analyse juridique vous faites sur les modalités de rapprochement? Est-ce qu'il y en a une qui vous paraît quand même plus simple qu'une autre? Bonjour à tous. Alors effectivement, ça va être un propos de la redite, mais ça va servir de conclusion. Avec cette réforme, il faut quand même rappeler que pour les futurs ex-SIAD publics, il va y avoir donc plusieurs options, et celle qui me semble aujourd'hui favorisée par la majorité des acteurs, c'est quand même celle du conventionnement temporaire. Le conventionnement temporaire qui, bien sûr, est une mesure transitoire, mais qui va permettre de se donner du temps, et ce temps-là va permettre de faire mûrir un projet. Là où je veux insister sur ça, c'est qu'il y a une limite, c'est bien sûr celle que cette option-là, elle est permise dans l'unique but d'unir ultérieurement des structures qui seront indépendantes, mais ce conventionnement temporaire permet d'expérimenter en tout cas une zone d'intervention et permet de donner aussi des habitudes de travail sans se précipiter sur une solution. Donc pendant 5 ans, hein, ça c'est le délai. Donc vous préconisez, vous, plutôt d'être sûr du conventionnement en attendant de pouvoir aller sur quelque chose de plus ferme, de plus engageant, mais déjà d'apprendre à se connaître, des habitudes de travail en commun que permet le conventionnement, qui lui juridiquement est relativement simple. Hein. Qui est en tout cas la plus simple des solutions à ce stade possible, parce que dans les autres options, on en a également parlé, il y a celle du transfert d'autorisation, qui elle va d'emblée impliquer une réflexion qui est beaucoup plus profonde sur la détention de l'autorisation, puisque cette option, elle va impliquer de déposer un dossier de demande de transfert d'autorisation afin qu'à terme, il n'y ait plus qu'une seule autorisation. Et cette option, elle peut passer notamment par la fusion-absorption, et la fusion-absorption, elle va impliquer donc nécessairement la dissolution de l'entité absorbée, mais avec aussi une réflexion sur tout le patrimoine, enfin ce qu'il advient du patrimoine de l'entité qui sera absorbée. Et ces fusions d'identité, elles sont aujourd'hui très complexes pour plusieurs raisons, mais en particulier quand il s'agit d'unir des gestionnaires qui ont aussi des statuts différents, quoi. Est-ce qu'on a des questions de la part des participants d'ordre juridique auxquelles Elma pourrait répondre utilement? Oui, Christelle. Vous m'entendez? Oui. Une question d'un SIAD, Marie-Gisèle, qui nous dit « Je suis le seul SIAD public de mon département avec 32 SAD publics ou associatifs sur le PCI. Comment faire ?» Et une deuxième question, si on rencontre un SAD en difficulté financière, quelle stratégie permettrait de sauver pour s'unir avec le SIAD? Oui. Alors, c'est vrai que s'agissant de la première question, ce que j'entends, c'est qu'on est sur un territoire où il y a effectivement d'autres structures publiques. De ce point de vue-là, c'est vrai que la réforme, elle met en perspective et elle favorise aussi le regroupement via une structure unique qui va porter les autorisations d'aide et de soins et via la création d'un GCSMS. Donc, je ne sais pas si sur ce territoire-là, il existe déjà une structure de la sorte, mais aujourd'hui, le GCSMS me semble, et c'est en cela que l'État aussi le favorise, être la meilleure garantie d'un fonctionnement qui sera vraiment intégré avec à terme un seul responsable de l'organisation des plannings, un seul système d'information, une seule équipe d'intervenants. Mais sans avoir besoin de fusionner les conventions collectives, par exemple, d'être sous la même convention. C'est ça. Ça permet cette souplesse-là, oui, quand même. Ça permet cette souplesse, et on définit les choses dans la convention du GCSMS. Et la deuxième question.
Oui, il y avait une deuxième question, n'est-ce pas? La deuxième question, c'était dans le cas où il y a un SAD en difficulté financière, comment on peut faire pour s'unir avec cette structure qui est en difficulté quand on est un SIAD? Comment on peut... Est-ce que ça rajoute une difficulté supplémentaire? Est-ce que c'est une bouée de sauvetage possible? Oui, alors c'est des questions qui sont pas simples, en effet. Je pense que de toute manière, il faut aussi se saisir du temps qui a été laissé par la réforme pour avoir des discussions, pour avoir de la réflexion sur tous ces enjeux-là. Là, comme ça, vous donner une solution clé en main, c'est pas évident, mais nécessairement, ce temps supplémentaire, il va permettre d'échanger sur notamment ces points-là, quoi. Puis notamment insister sur le projet commun, parce que s'il y a un projet commun qui est une complémentarité, ça peut résoudre un certain nombre de difficultés, y compris celle qui est financière. Christelle, oui. Oui, pour faire le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le conventionnement, on a une autre question qui vient d'arriver. Quid des autorisations si le conventionnement transitoire échoue? Et toujours en lien avec la convention, comment être totalement conforme au cahier des charges dans le cadre d'un conventionnement transitoire? Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dans les mesures qui ont permis d'apporter un peu plus de souplesse, la loi Bien Vieillir a donné un délai complémentaire de 2 ans, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le projet d'autorisation, si le projet d'autorisation est refusé, un délai de 2 ans supplémentaire va être donné pour se mettre en conformité et pour soumettre un autre projet. J'ai plus en tête le détail de la question. Parce qu'il y avait 2 questions à chaque fois aussi. C'est dans le cas où les autorisations, dans le cas où le conventionnement en fait échoue, que devient l'autorisation et après voilà, comment être conforme au cahier des charges dans le cas d'un conventionnement transitoire? Oui, alors s'agissant de la première question, effectivement, ça y répond, c'est-à-dire que si le conventionnement échoue dans une première partie, ben, voilà, ce délai de 2 ans va permettre de se mettre en conformité, parce que sinon, on a vraiment quand même cet enjeu pour les SIAD, c'est que après l'autorisation sera caduque en effet. Mais justement, cette souplesse a été introduite par la loi pour donner un délai donc c'est de 2 possible ans, dans la période transitoire, c'est juste qu'elle voilà. Sert à ça spécifiquement, à la période transitoire, à trouver une solution pérenne. Donc c'est conforme juridiquement, mais ça n'est conforme que pendant 5 ans, il faut bien aller jusqu'au bout. Et de votre point de vue, c'est vrai que le GCSMS présente quand même quelques avantages par rapport à des fusions qui sont plus engageantes et notamment qui demandent d'avoir la même convention collective, plus difficiles. Une gouvernance unique, etc. Ce qui n'est pas le cas dans un GCSMS. Très bien, merci pour ces éclairages, Elma. On peut l'applaudir également.